SSH est un protocole utilisé pour créer une communication sécurisée entre deux machines. L'une de ses implémentations la plus connue est OpenSSH, qui a l'avantage d'être open source et maintenue par l'équipe d'OpenBSD. Le code est donc public et c'est en partie ce qui a permis de corriger et de détecter rapidement la vulnérabilité que l'on va étudier dans cette vidéo. La CVE 2023-25136 a été publiée le 2 mars 2023 et a obtenu un score CVSS de 6.5 avec potentielle augmentation s'il est démontré qu'une escalade en remote code execution est possible. Elle a été corrigée le jour même. À ce jour, la faille pourrait permettre à des agents malveillants de provoquer un déni de service sur le SSH d'un serveur. Un POC, c'est-à-dire un Proof of Concept de la vulnérabilité, a été posté sur GitHub le 18 mars 2023. La version d'OpenSSH concernée est la 9.1 sur des machines en architecture 32 bits. Pour bien comprendre cette CVE, il faut avoir en tête que c'est une vulnérabilité de type double free. Ce problème arrive sur des langages qui ont une gestion bas niveau de la mémoire, par exemple le C ou le C++. En fait, cela arrive lorsque le programme libère deux fois de suite le même bloc mémoire via l'instruction free ou delete, ce qui va avoir pour effet de corrompre la mémoire. Alors, sur des systèmes modernes, ça fait en sorte que le système d'exploitation ne crache pas, parce qu'il y a des protections qui sont mises en place, mais au minimum, ça va causer des bugs sur le programme. Ce type de vulnérabilité porte le Common Weakness Enumeration, c'est-à-dire CWE 415, et énormément d'autres CVE sont liés à ce problème. Le code vulnérable dans le cas de notre CVE est au niveau des fonctions de pre-authentification quand le serveur et le client se mettent d'accord sur le protocole d'échange de clés à utiliser. En fait, lorsque le serveur doit gérer d'anciennes versions du client, comme par exemple Qt Release 0.6, la condition SSH Hold DHJX est placée sur True pour gérer d'anciennes versions du protocole de Diffie-Hellman. Lors de cette fonction, le pointeur P est copié dans CP puis libéré. Le problème, c'est que la fonction est appelée comme ceci dans le programme. Donc CP pointe sur option key algorithm, qui sera en fait réutilisé plus tard dans la fonction key assemble name en tant qu'argument list P, où il sera de nouveau libéré, ce qui va en fait provoquer un crash. Alors en l'occurrence, dans ce cas, c'est seulement le démon forké, c'est-à-dire le sous-processus du démon principal créé pour chaque utilisateur qui va planter en raison d'une violation de la sandbox, ce qui laisse le démon principal du serveur libre de gérer de nouveaux clients. Il faut donc laisser tourner le script longtemps, quand on est un attaquant, pour interrompre réellement le service. Mais ça peut quand même poser des problèmes. Il y a notamment un article qui est sorti récemment qui tente de voir des potentielles escalades en RCE, donc Remote Code Execution. Mais il faudrait contourner encore tout un tas de protections, notamment la SLR, le NX et le ROP, ainsi que la sandbox de SSHD, qui évite tout un tas de problèmes. Mais on voit que sur des programmes qui seraient moins protégés que SSH, ça pourrait effectivement créer des manipulations de la mémoire, comme on avait par exemple sur des vulnérabilités type Eternal Boot. Effectivement, le même jour, donc un correctif a été proposé et accepté via un commit GitHub. Et donc ce qu'on constate dans ce correctif, c'est qu'il y a une seconde variable CP2 qui est initialisée en même temps que CP, et que juste après avoir libéré CP, il prend la valeur de CP2, donc nul en fait, donc elle revient à nul, et ça permet d'éviter la vulnérabilité de façon assez simple et pratique, on va dire. Bien que cette vulnérabilité ne touche que des systèmes 32 bits, ça peut quand même poser des problèmes, puisque sur les 21 000 environ serveurs d'OpenSSH disponibles publiquement sur internet qui ont cette version 9.1, on constate que beaucoup tournent sur FreeBSD et NetBSD, qui sont un petit peu typiques du monde industriel et qui potentiellement sont sur des machines type 32 bits. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'utilisation massive de campagne de DDoS titanesque, mais on se doute que de manière occasionnelle, une CVE comme celle-ci pourrait être utilisée, surtout que les attaques DDoS ont un petit peu augmenté récemment. Ça permet en fait déjà de faire ce qu'on appelle du hacktivisme, donc c'est vraiment pour des raisons idéologiques, mais il y a également des rançons qui sont demandées, sinon quoi effectivement certains groupes peuvent DDoS des infrastructures. Donc c'est effectivement un véritable enjeu de sécurité qu'il faut prendre au sérieux, comme toutes les CVE d'ailleurs en fait de façon générale. Sinon effectivement les conseils généraux s'appliquent, donc limiter les accès au strict minimum. Donc si le serveur SSH il n'a pas besoin d'être exposé sur internet, il ne faut pas l'exposer sur internet. Il faut le maintenir à jour, effectivement. Si, admettons qu'on ne puisse pas le maintenir à jour, après il faut adapter la configuration. On peut par exemple supprimer la ligne de configuration qui est présente par défaut, qui est celle-ci, qui est en partie responsable du problème et qui permet de mitiger si on ne peut pas mettre à jour le système. Ça arrive des fois dans certains cas précis. Sinon, pour détecter s'il y a déjà eu des tentatives d'exploitation de cette vulnérabilité, on peut chercher cette ligne suivante dans les logs avec journalctl, qui indique une violation de la sandbox de SSH.
ça voudrait dire effectivement qu'il y a une tentative d'attaque. Et voilà, sinon il y a effectivement un hardening général de SSH qui est à faire sur vos serveurs qui sont sensibles. Donc typiquement désactiver l'accès aux routes, utiliser des clés SSH au lieu des mots de passe, voire, ça serait encore mieux, un bastion, comme on en a parlé dans l'ancienne vidéo. Utiliser un autre port que le port par défaut s'il est exposé sur internet. Limiter si possible l'accès à des adresses IP précises. Utiliser des moyens comme fail to ban d'éviter les attaques par brute force sur le mot de passe si vous devez utiliser un mot de passe. Restreindre également le transfert de ports SSH pour éviter le SSH tunneling. Ça c'est peut-être quelque chose sur lequel je pourrais faire une vidéo. En fait, il y a des fonctionnalités de SSH qui permettent après de faire transiter d'autres protocoles non autorisés via SSH. Donc typiquement, il y a ces deux options là à mettre sur No si on veut l'éviter. On peut également mettre du two-factor, donc via un OTP, qui est pris typiquement en compte par le bastion de ma dernière vidéo. Donc c'est pratique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le rapport plus complet sur cette CVE est disponible dans la description. Si vous voulez voir plus en détail, il y a certains chapitres en plus et plus de précision. Il y a également le code et des explications un petit peu plus précises sur certaines choses. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.